Alors, on va continuer. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite, afin de ne pas perdre davantage de temps, à monsieur le doyen Julien Bourdoiseau, qui va nous parler des rapports, c'est noté dans le titre, complexes, entre, alors ça je ne sais pas, c'est comme ça que c'est noté, entre donc le médecin libéral et la sécurité sociale. Donc nous voilà plongés dans le monde de la sécurité sociale. Bon courage, monsieur le doyen. Merci, monsieur le Président. Les relations qu'entretiennent les professionnels de santé et l'assurance maladie participent très certainement du sujet qui nous réunit là ce matin, à savoir des maux de la médecine libérale. Je pense que les organisateurs, je remercie pour leur invitation, ont eu raison de braquer le projecteur sur le sujet pour qu'on s'attarde un petit peu. Alors, je serai en revanche plus circonspect sur les suites du choix qu'ils ont fait en me confiant la responsabilité de rapporter sur le sujet. C'est que je doute fort d'être la personne la plus à même de soigner le mal. C'est que, voyez-vous, si je suis docteur, ce qui pourrait a priori et de loin donner à penser que je suis tout à fait recommandé pour le diagnostic différentiel, la vérité c'est que je ne suis qu'un modeste docteur en droit. Aussi bien, je crains, si vous voulez, de soulager personne. Il y a pire, alors que l'heure du déjeuner se rapproche, il n'est pas impossible du tout que je vous déclenche des maux de tête carabinés. C'est que l'articulation des rapports sous études médecins libéraux et assurance maladie mêle le droit de la sécurité sociale et économie de la santé. Ce qui n'est pas des plus simples à articuler, surtout pour votre conférencier qui non seulement n'est pas médecin, mais n'est pas économiste. On a vu meilleur commencement. Aussi, essayons de se rassurer un peu. Je vais vous proposer quelques chiffres qui seront autant de jalons, si vous voulez. À ce jour, la dette des administrations de sécurité sociale, ce qu'on appelle rapidement la dette sociale, se monte à peu près, en arrondissant, à 370 milliards d'euros. C'est une dette relativement importante en valeur, et qui est très difficile à juguler parce que les dépenses de santé, c'est à peu près 25% de la richesse nationale, c'est à peu près 200 milliards. Bien, ces dépenses, elles ne peuvent pas être purement et simplement stoppées. Pourquoi cela? Parce que les Français ne le toléreraient pas. Et puis, si vous voulez, parce qu'aucune personne en responsabilité politique, un tant soit peu sensée, ne s'aventurerait. Ce n'est pas tout. En même temps, il serait très aventureux de ne pas chercher à contenir de pareilles dépenses, à ne pas chercher à en ralentir la progression. Cette fois-ci, ce seraient les marchés qui ne nous le pardonneraient pas. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, pour mémoire, l'État français est l'un des plus gros émetteurs de titres financiers au monde. Il valorise sa dette, il valorise le produit de la CRDS. Et à ce titre, si vous voulez, même si la dette des organisations de sécurité sociale ne représente en valeur relative que 10% de la dette publique, aujourd'hui la dette publique, on arrondit, c'est 2800 milliards, on a un petit trou de 10%, écoutez, on s'affole peut-être pour rien, reste que, à partir du moment où une partie tout à fait remarquable de la dette est détenue par les marchés financiers, il y a une obligation de rassurer celles et ceux qui cherchent à valoriser le produit de la RDS, entre autres choses. Donc, c'est cette titrisation, si vous voulez, qui est une technique financière dont on a besoin, parce que les impositions, les cotisations ne suffisent pas à assurer le financement de la CSBM, ce qu'on appelle la consommation de soins et de biens médicaux. Alors, on peut toujours augmenter, vous me direz, la CSG, la CRDS, ce qu'on appelle les ITAF, les impôts et taxes affectées au financement de la sécurité sociale. On peut aussi prier les employeurs de faire encore un plus gros effort par les cotisations sociales patronales. Reste que, je le crains, c'est comme ça. Il ne suffit pas de braquer le projecteur du côté de ce qu'on appelle les produits et les créances. Il faut aussi regarder du côté des charges et des dettes. Et précisément, le deuxième poste de dépenses renseigné dans la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux, est composé des soins de ville, à savoir des honoraires payés aux médecins libéraux, ce qui représente un peu plus de 21 milliards d'euros en 2020, pour arrondir. Alors, vous pourrez m'accorder que cela pourrait suffire à fonder l'attention de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la CCMSA, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Mais il y a plus. Il faut bien avoir à l'esprit que les usagers du système de santé n'ont aucun droit de tirage sur le trésor de l'assurance maladie. La vérité, c'est que ce sont les professionnels de santé qui sont les ordonnateurs de la dépense.
rien de très surprenant du coup à ce que, si vous voulez, les relations soient nouées entre les dispensateurs de soins et puis les régleurs des soins de santé, maîtrise des dépenses médicales oblige, ça a été suggéré tout à l'heure par les intervenants. Alors ces relations, médecins, assurance maladie, ces relations ont fini par être couchées sur le papier. Alors après quelques expérimentations, finalement on a fini par trouver le bon véhicule normatif, et désormais les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie sont régis par des conventions médicales nationales, collectives, pluriannuelles, qui sont de nature administrative. Tout ça, il fallait tout ça. Alors la première a été signée en 1971, la dernière en date a été signée le 25 août 2016. Alors cette dernière convention médicale est arrivée à son terme le 24 octobre dernier. Elle devait faire l'objet d'une réécriture dans la foulée. Hélas, 3 fois hélas, pour les syndicats représentatifs des médecins libéraux, qui étaient désireux, entre autres revendications, que les tarifs soient révisés, les honoraires concrètement majorés. Le législateur, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour le 2022, a décidé de prolonger de quelques mois la convention médicale. Alors, prolongation, si vous voulez, qui, comme on peut l'imaginer, a été fort mal accueillie par les professionnels de santé, qui étaient légitimement désireux de voir leur activité mieux valorisée. MG France, qui est l'une des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes au sens de la loi, demandait, pour vous donner un ordre de grandeur, au printemps dernier, un rehaussement de la consultation afin qu'elle soit portée à 30 €, majorée à 60, en raison de la complexité de l'accueil et puis, vous savez, des soins qui sont prodigués aux patients polypathologiques. Voilà, a-t-il été écrit, le prix à payer pour l'expertise des médecins, l'accompagnement d'une population vieillissante, j'y reviendrai, et la suite de ce qu'on a appelé le virage ambulatoire et domiciliaire. Alors cette mauvaise valorisation qui est ainsi présentée participe très certainement des rapports très compliqués qu'entretiennent les médecins libéraux et l'assurance maladie, alors entre autres sources de complications, et qui empêche d'une manière ou d'une autre toute réforme systémique des modalités de couverture du risque maladie en France. C'est ce dont je souhaiterais vous entretenir ce matin au fil de cette communication qui ne sera pas formellement chapitrée. Je fais œuvre ici de grande liberté avec le plan académique en 2 parties. Vous imaginez les risques que je prends ce matin. Alors, le Code de la sécurité sociale renferme toute une série de dispositions qui sont relatives aux relations contractuelles entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Qu'est-ce que dit la loi? Eh bien que les partenaires conventionnels sont priés de déterminer leur rapport pécuniaire. Plus concrètement, de déterminer les modes de rémunération et, bien plus sûrement, à fixer les droits à dépassement d'honoraires. Disons tout de suite, pour ne plus revenir, que le conventionnement n'est pas une obligation pour les médecins libéraux, qui sont libres, de fixer les tarifs comme bon leur semble. Ceci étant, ils sont très peu nombreux à exercer dans ce qu'on appelle le secteur 3, et il y a bonne raison à cela, c'est que les patients sont très mal remboursés par l'assurance maladie, quelques euros tout au plus. C'est la raison pour laquelle la patientèle, si vous voulez, n'est pas grande du tout. En somme, les médecins libéraux sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, partis aux conventions médicales et leurs avenants. Les uns relèvent de ce qu'on appelle le secteur à honoraire opposable, le fameux secteur 1, tandis que les autres relèvent du secteur à honoraire libre, le secteur 2. Les premiers n'ont pas droit de pratiquer de dépassement d'honoraires, c'est le principe. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas profiter de ce qu'on appelle de temps en temps le DP, le droit à dépassement permanent, qui a été accordé pour de grands médecins pour valoriser cette activité et ces années d'expérience, ou un DE, un dépassement exceptionnel, mais je ne rentrerai pas dans le détail de la facturation. Le principe, c'est et le suivant, en secteur 1, pas de dépassement d'honoraires. Tandis que ceux, si vous voulez, qui sont en secteur 2 peuvent procéder, bien entendu, sauf parce qu'ils sont libres de facturer à répondre de l'exercice abusif de leur liberté tarifaire. Alors les avantages qui sont accordés en contrepartie sont naturellement variables d'un secteur à l'autre, qui dépendent de toute une série de conditions qui forment un maillage juridique relativement complexe pour qui s'aventure et
qui par voie de conséquence est de nature à rebuter les principaux intéressés. Nous en avons parlé tout à l'heure, les jeunes médecins qui s'installent. Alors, fort heureusement, les agences régionales de santé se proposent d'accompagner les jeunes médecins dans leur installation ou bien dans leur remplacement. Ce qu'on appelle le CDE, le contrat de début d'exercice 3 ans non renouvelable. Le CDE a été inventé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. C'est l'occasion pour les ARS de prêter leur concours, d'accorder des rémunérations de compléments aux honoraires, à la condition que le médecin, le jeune médecin qui exerce en libéral, s'engage à pratiquer les tarifs opposables, ou bien qu'il adhère en secteur 2 à ce qu'on appelle l'option pratique tarifaire maîtrisée, le tout dans une zone fragile, en matière de soins. Bon, même à temps partiel, ça dépannerait. Alors, un accompagnement des ARS est certain, mais qui n'est pas complètement désintéressé, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. C'est la décertification médicale, cette fois-ci, qui oblige. Alors, l'assurance maladie, avec elle, l'État redoute que les médecins optent systématiquement pour le secteur 2 et opposent leur droit à dépassement. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les dépassements d'honoraires qui ne sont pas complètement solvabilisés sont de nature à empêcher des personnes d'avoir un recours aux actes de diagnostic, de prévention et de soins, qui doivent supporter alors un reste à charge important et souffrir par voie de conséquence un choix restreint de professionnels de santé, choix qui s'avère parfois même purement et simplement inexistant. Ensuite, et d'un point de vue plus macroéconomique cette fois-ci, les dits dépassements d'honoraires vont venir renchérir en définitive pour le groupe le coût de l'assurance maladie, le coût pour tout à chacun. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales renseigne, il a été écrit il y a quelques années en ce sens, que sur 18 milliards d'euros d'honoraires totaux, les dépassements d'honoraires représenteraient 2 milliards, c'est significatif, les 2/3, pesant sur les ménages après intervention des organismes de sécurité sociale. Le corps d'inspection ajoute que le montant des dépassements dans le secteur honoraire libre a doublé en moins de 15 ans en valeur réelle, qu'il est même devenu une pratique majoritaire chez les spécialistes. En bref, et c'est là le sujet, c'est une source de crispation. Si vous voulez, c'est insidieusement creusé un écart qui va crescendo entre les bases de remboursement de la sécurité sociale, ce qu'on appelle les tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, très techniquement, et les tarifs de consultation des médecins libéraux, écart qui rend bien incertaines les politiques de couverture à maxima des frais de soins de santé et les tentatives de reste à charge zéro, je pense notamment aux affections longue durée. Donc il y a l'intention, il y a la réalisation. C'est la raison pour laquelle les caisses, quelles qu'elles soient, sous l'autorité évidemment des ministères de tutelle, cherchent à, vous le voyez, articuler ces intérêts aussi importants de part et d'autre, mais contradictoires dans le cas particulier, ce qui participe évidemment des tensions sous étude. Alors les leviers de canalisation de la dépense sont bien connus. À l'expérience, ils ne sont pas aussi fructueux qu'on pourrait l'espérer. En la matière, il appartient aux caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux institutions ordinales de faire la police de la tarification. Dans le cas particulier, le travail de contrôle consiste à instruire les signalements des usagers du système de santé et à tirer toutes les conséquences des vérifications qui sont faites par les organismes de sécurité sociale. Le droit à dépassement, secteur 2 donc, pour vous qui suivez, suppose que le praticien se soit déclaré, à défaut. Et parce qu'il est présumé exercer en secteur 1, tout honoraire perçu au-delà des tarifs opposables est en principe indu. Le praticien indélicat peut donc être condamné à rembourser à l'assuré le trop perçu. C'est l'objet d'un contentieux technique et c'est la responsabilité, peut-être le savez-vous, des sections de des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Le tout, bien sûr, sous réserve, sans préjudice d'éventuelles sanctions ordinales. Ceci pour souligner qu'il existe tout un arsenal juridique dédié, à tout le moins en théorie. Car il semble à l'expérience que les procédures destinées à canaliser les dépassements d'honoraires ne soient guère mises en œuvre jusqu'à leur terme. C'est sans compter, si vous voulez, bien que l'affaire soit un peu technique. Et derrière la technique se cache
ce qui a été suggéré tout à l'heure par mon collègue le professeur Pi, que les seuils de dépassement qui déclenchent contrôles et sanctions sont étroitement dépendants des pratiques constatées sur un territoire considéré. Ce qui veut dire, pour le présenter autrement, que si les courants, aussi courants que répandus, ici ou là, d'user, d'abuser du droit à dépassement, alors il n'y aura rien à redire. Je ne fais pas plus de commentaires, si ce n'est qu'il n'est pas très étonnant de constater qu'il y a une concentration des praticiens dans certaines localités dont il est difficile pour beaucoup d'usagers, si vous voulez, de prendre la tâche en raison des dépassements d'honoraires généralement constatés. C'est dire combien, si vous voulez, il est douteux que toute l'ingénierie qui est mise en place, que je ne décris qu'à grands traits, soit de nature à contenir les dépassements d'honoraires. Je veux vous en dire un petit peu plus. Il y a tout juste une dizaine d'années, les partenaires conventionnels ont imaginé ce qu'on a appelé le contrat d'accès aux soins. Par avenant à la Convention médicale de juillet 2011, il a été convenu que les médecins du secteur 2, donc qui peuvent pratiquer une liberté tarifaire, eh bien, que ces médecins s'engagent à développer une offre de soins à tarif opposable et s'engagent à plafonner pour le reste de leur activité le montant de leur dépassement. L'avenant de renfermer en outre des critères qui permettent, pour ceux qui n'adhéreraient pas, eh bien, de déterminer le caractère excessif des honoraires pratiqués. Alors vous demandez peut-être pourquoi les institutions représentatives des intérêts collectifs et professionnels des médecins libéraux ont accepté, si vous voulez, de prêter leur concours à ce travail d'écriture conventionnelle. Eh bien, parce que dans le cas particulier, le législateur aurait repris la main, pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure, et puis parce que quelques compensations sonnantes et trébuchantes ont été offertes, à savoir pour l'essentiel, et une fois l'accessoire mis de côté, l'augmentation du montant des actes à tarif opposable et la promesse d'une revalorisation. Les enjeux, il faut le redire, ici dans l'exercice tient de la gageure, limitation des dépassements d'honoraires, augmentation de l'offre de soins spécialisés à tarif opposable et lutte contre la désertification médicale. Parce que l'art est bien difficile et que le taux d'adhésion des médecins spécialistes de secteur 2 n'est pas jugé insuffisant, les partenaires conventionnels remettent l'ouvrage sur le métier. La convention médicale du 25 août 2016, dont je vous ai dit un mot, finit par être signée. Le CAS, le contrat d'accès aux soins, est remplacé par un dispositif nouveau, ce qu'on appelle l'option pratique tarifaire maîtrisée, l'OPTAM. L'OPTAM avec une déclinaison qui est réservée aux médecins spécialistes en chirurgie et en gynéco-obstétrique, ce qu'on appelle l'OPTAMCO. Dans l'ensemble, les obligations des adhérents sont semblables. La nature des compensations conventionnelles est toutefois modifiée. L'effort est notable, qui consiste, toutes techniques confondues, à majorer la rémunération des médecins libéraux qui ont opté notamment sur objectifs de santé publique. Ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure relativement au forfait dont vous faisiez allusion, je crois, monsieur. C'est relativement à ce dispositif que tout cela a été mis en place. Ceci étant, il n'est pas sûr du tout que le nouveau dispositif OPTAM, qui est laissé à la discrétion des médecins et chirurgiens, ait pu produire les effets escomptés. Il se pourrait même qu'on doive en vérité la stabilisation des dépassements d'honoraires à un outil juridique et pas politique ou économique, à savoir le contrat d'assurance maladie complémentaire responsable. Si vous voulez, les dépassements d'honoraires ont pu se pratiquer sans trop cri d'orfraie tant que les patients ont pu les payer. Dans un passé récent, le paiement a été facilité par les remboursements des organismes d'assurance complémentaire auprès desquels de nombreuses personnes avaient souscrit. Et à mesure que les complémentaires de santé se sont généralisés, les contrats d'assurance ont été capés par le législateur, notamment par le haut. Le législateur voyant qu'il y avait là un levier de solvabilisation des dépassements d'honoraires. Les opérateurs d'assurance ont donc été interdits de rembourser la franchise, interdits de rembourser les dépassements d'honoraires qui sont dus lorsqu'un spécialiste est consulté en dehors du parcours de soins et de la saisie du médecin traitant.
De la même manière, il a été interdit aux assureurs de venir rembourser n'importe quel dépassement d'honoraires. Les opérateurs ont été priés de discriminer les professionnels de santé à l'aune des tarifs qui étaient pratiqués. Avec un mécanisme complexe, si vous voulez, sur lequel je pourrais répondre si vous posez quelques questions, l'économie de ce contrat d'assurance. Vous voyez que le législateur cherche systématiquement à faciliter l'accès, finalement, pour tout à chacun, à un professionnel de santé. Ce qui veut dire que les rapports sur lesquels on braque le projecteur, là, entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, sont d'autant moins simples que cette dernière assurance, l'assurance maladie, c'est un Janus bifront. On parle de l'assurance maladie, mais en fait, ce sont deux assurances. C'est, d'une part, l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, mais d'autre part, l'assurance maladie complémentaire, l'AMC. C'est-à-dire, quand on parle un peu rapidement de l'assurance maladie, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a en réalité deux assureurs, un assureur public et un assureur privé, ce qui complique un peu plus encore les relations, bien entendu, entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Historiquement, bien avant l'ordonnance du 4 novembre 1945, qui a été portée sur les fonds baptissements l'organisation de la sécurité sociale, on doit aux assureurs privés et aux sociétés de secours mutuels d'avoir participé à réduire le non-recours aux soins des travailleurs. Et le gouvernement provisoire de la République française, en inventant la sécurité sociale, n'a rien supprimé de l'existant. À l'expérience, c'était une aubaine, puisque l'existence d'assureurs privés a été l'occasion d'externaliser une partie des coûts de l'assurance contre le risque santé. L'externalisation, elle a un visage, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est un dispositif technique qui sert, un peu aride, qui sert à répartir les coûts engendrés par la CSBM, la consommation de soins et de biens médicaux, entre les caisses, les organismes d'assurance complémentaire et les patients. Alors ce dispositif est très ingénieux, simplement il complique très sérieusement les choses. D'abord, rares sont les usagers du système de santé qui savent combien ils seront remboursés et par qui lorsqu'ils rentrent dans un cabinet. Alors, il y a une obligation d'information, bien entendu, mais enfin, essayez de lire chez SOS Médecins la page A4 qui vous cote les actes, à la deuxième ligne, parce que si vous êtes chez SOS Médecins, si vous n'êtes pas très bien, vous avez abandonné. Donc, il y a une inquiétude. N'oubliez pas que le CLR médian en France est de 1 700 €. Hein. Donc, il y a une inquiétude légitime de nos concitoyens. Et puis, si vous voulez, rares sont aussi les jeunes médecins qui ont été initiés au droit à l'économie de l'assurance maladie. J'ai le grand honneur d'enseigner depuis peu tous ces sujets-là à la faculté de médecine. Mais j'étais, moi, très étonné comme d'avoir, jusqu'à la 6e année de médecine, appris que jamais personne n'avait été initié au droit de la sécurité sociale et à son économie. Bon, c'est corrigé, c'est tant mieux, et tout le monde en sera ravi. Et donc, si vous voulez, pour faciliter la tâche des usagers du système de santé, la tentation est grande de généraliser le tiers payant. Résistent, qui ont réussi à faire reculer la ministre Marisol Touraine. C'était tous les ministres de la Santé qui se sont suivis avenue de Ségur. De loin, et du point de vue des personnes qui consultent, si vous voulez, la résistance des professionnels de santé n'est pas frappée au coin du bon sens. Après tout, ça a été dit par mon collègue le professeur Pi. Et par comparaison, on ne règle, pour ainsi dire, jamais le prix des médicaments qui sont délivrés en officine. Le tiers payant fait ses preuves chez les commerçants pharmaciens. De plus près, et du point de vue des médecins libéraux, il y a quand même quelques hésitations. D'abord, et la source de complications est de nature technique, il faut rappeler que le patient type n'est jamais remboursé à 100%. Bon. C'est-à-dire que sur une consultation à 25 €, si on prend une consultation de médecin généraliste, simple, élémentaire, sans difficulté technique, le patient est pris en charge à hauteur de 24 €. Il y a une participation de l'assuré social qui est attendue. Il doit participer à la prise en charge des frais de santé. En bref, la franchise d'1 € là, dont je vous parle, n'étant remboursée par aucun des assureurs, ni public, ni privé. Il a été bien vu qu'il appartiendrait alors au médecin de prendre la pièce, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire quoi? Pour le compte de l'assurance maladie, eh ben voilà qu'on aurait transformé les médecins en collecteurs d'impôts.
Bon. Donc il y a quand même matière à dire quelque chose. Alors, le problème n'est pas trop compliqué à régler, hein, relativement à la franchise. C'est pas une somme qui participe du financement de notre protection sociale. Il y a plus. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, dont je vous ai dit quelques mots il y a une heure ou deux, a publié donc un rapport très remarquable sur l'articulation entre l'AMO et l'AMC. Force est de constater, bon, il n'intéresse pas beaucoup, c'est bien dommage, parce qu'il y est quand même question de nationalisation des assureurs privés. La dernière fois qu'on a prononcé le mot nationalisation, c'était en 1981, on se souvient ce qui s'est passé. Donc c'est quand même assez intéressant que sur un sujet de société comme celui dont je suis en train de parler, personne ne s'en préoccupe. Nationaliser les opérateurs privés d'assurance maladie. Personne n'en parle. Bon. J'imagine qu'il y a des choses plus intéressantes. Ceci étant, je ferme ma parenthèse, peu importe que je le regrette, j'ai le cœur qui saigne, laissons. Il y avait un vrai sujet de société là. Là, on fait de la politique pour savoir ce qu'on fait, typiquement de notre système de protection sociale. Mais laissons. Il est surtout question, dans chacun des scénarios, à chaque fois, de la solvabilisation des frais de santé et, en filigrane, des dépassements d'honoraires. Tout le temps. En bref, et peu important l'angle de vue, si vous voulez, qu'on choisit, la pratique des dépassements d'honoraires est l'une des sources de complications majeures qui, si elle est mal canalisée, participe invariablement du non-recours aux soins de très nombreux usagers du système de santé. Alors, si on cherche à remonter aux origines du mal, dont j'ai décrit ici quelques manifestations, c'est d'une façon ou d'une autre braquer le projecteur sur quelque chose de très technique qu'on appelle la classification commune des actes médicaux. Cette classification, c'est une liste des actes médicaux techniques qui est codée et actes qui sont admis au remboursement. Son utilisation n'est pas commode, c'est peu dire. Les lignes de code et les zones de codage sont très nombreuses. Demandez si, quand on commence à lire ces documents-là, il n'est pas temps de consulter, hein, parce que je peux vous assurer que c'est une idée folle. Et justement, il se peut fort que la cotation des actes par les professionnels de santé, les plus jeunes particulièrement, il se peut fort que la cotation ne soit pas optimale. Et donc que la rémunération, par voie de conséquence, ne soit pas optimisée. Il faut bien voir, et c'est pas rien, c'est que ce travail de codage a 15 ans. Alors, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que ces 15 dernières années, les partenaires conventionnels ne soient pas réunis et appliqués à améliorer l'existant. D'ailleurs, le dernier avenant à la convention médicale de 2016, l'avenant numéro 9, qui a fait l'objet d'un arrêté le 22 septembre dernier. Le dernier avenant est typique. Il renferme toute une série de valorisations. Valorisation des activités psychiatriques, des activités pédiatriques, de gynécologie médicale, de prise en charge sans délai des patients en général, et puis des personnes âgées notamment qui sont en maintien à domicile. Il reste, c'est ça le sujet à mon avis, c'est que aucune refonte de la cotation n'a jamais été faite jusqu'à présent. Et si vous voulez, les dépassements d'honoraires sont donc à la manière d'un palliatif. La meilleure manière qui a été trouvée, dans le cas particulier, pour de très nombreux médecins libéraux, pour mieux rémunérer leur diligence et couvrir les charges qui ont été un petit peu décrites tout à l'heure par les uns les autres. En conclusion, à mon avis, tant que la cotation des actes médicaux n'aura pas été substantiellement révisée, les dépassements seront bien difficiles à réfréner, sauf alors à imposer le tiers payant généralisé. Cette dernière mesure, qui a fait couler beaucoup d'encre, je vous l'ai dit, pourrait passer pour aussi paramétrique qu'anecdotique. En vérité, et fondamentalement, si le tiers payant est généralisé, alors cela consistera à supprimer l'un des piliers de la charte de la médecine libérale, à savoir le paiement des honoraires directs par le patient. C'est une charte qui est rédigée en 1927 par le fondateur de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, le docteur Sibrier. Et c'est cette charte, si vous voulez, qui a jeté les bases de la collaboration des médecins aux assurances sociales. Collaboration qui n'est pas acquise, historiquement. Si une telle réforme aboutit, ce qui n'est pas déraisonnable d'imaginer, quand on pense aux dispenses de plus en plus nombreuses d'avance des frais de santé, alors, c'est là où je veux en venir, serait
une fois encore vérifier une loi immuable dans toute économie de marché, à savoir que celui qui paie, c'est le patron. Et vous avez compris que si le tiers payant généralisé, qui paye, ce sont les assureurs, que ce soit l'assureur public ou l'assureur privé. Auquel cas, je vous le dis, ce n'est qu'un avis, une opinion, je pense qu'il resterait bien peu par voie de conséquence du caractère libéral de la médecine de ville. Alors, un mal, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, en quelques mots, ce que j'ai pensé du sujet que vous m'avez confié. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Doyen pour cet exposé également passionnant et éclairant sur la sécurité sociale, les relations avec les médecins. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Moi j'en aurais peut-être déjà quelques-unes. Alors là une question est d'un interne je crois. Alors le micro arrive. Ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation et je peux que vous rejoindre sur le fait qu'on n'est pas très bien formé en économie à la santé globalement pendant toutes nos études de médecine. Je vous invite d'ailleurs à regarder un rapport qui a été fait par un syndicat national qui montrait que les internes de médecine générale étaient formés moins de 24 heures sur leurs 9 ans d'études à l'économie à la santé, à la médecine libérale, etc. Ça vous permet d'avoir un peu les bases du type de formation qu'on peut avoir en dehors de l'exercice médical en médecine générale en tout cas. Pour la question, vous avez beaucoup abordé le tiers payant généralisé, le secteur 2, etc. Je voulais apporter une précision en tout cas au moins sur le secteur 2 et après une question. Le secteur 2, il est dépendant aussi du fait qu'on soit un ancien assistant chef clinique maintenant, qui font un minimum de 2 ans. Et que du coup, les jeunes générations, en tout cas en médecine générale, ne peuvent pas s'octroyer le temps de faire un clinica, puisque ça demanderait à faire un clinica de salarié hospitalier et après de faire un exercice libéral. Donc il y a quand même une régression globalement du secteur 2, au moins en médecine générale, de par ce fait. Après, c'est peut-être moins le cas dans les autres spécialités médicales. Mais il y a une contrainte qui s'est quand même rajoutée, donc on ne s'installe plus en secteur 2 comme on s'installait il y a encore plusieurs dizaines d'années. La seconde chose, sur le tiers payant généralisé, vous l'avez évoqué vous-même, il y a 2 parties. Il y a la partie complémentaire, il y a la partie obligatoire, et il y a également une revendication de certains syndicats de médecins de dire que, en fait, s'il y a un tiers payant généralisé, le médecin ou les usagers n'ont plus la vision des dépenses qu'ils font, et donc on ne sait pas, tant en tout cas si on suit vos propos, de nationalisation en fait des complémentaires santé pour faire une espèce de grande sécurité sociale qui est un terme qui a souvent été repris ces derniers temps, eh bien on ne sait pas quelle part pourraient prendre les organismes privés au fur et à mesure, et notamment est-ce qu'on ne rognerait pas sur la part sécurité sociale, et donc en fait on diminuerait l'assistance publique qui est faite actuellement par l'État pour les usagers pour une privatisation globale de la santé. Donc je voulais savoir quel est votre avis sur le sujet, parce qu'un tiers payant généralisé, ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des inconvénients, et nos chers pharmaciens, c'est pas parce qu'ils ont réussi à mettre en place un système viable qu'actuellement il est applicable, et c'est d'ailleurs démontré dans un rapport de l'IGAS. Merci monsieur. Sur la médecine générale et le secteur 2, en effet, il y a des conditions d'éligibilité à la pratique des honoraires libres. Mais conditions en effet qui vont freiner les plus jeunes, mais certainement pas celles et ceux auxquels on ne songe pas. On a parlé des déserts médicaux. La notion en fait est trompeuse parce qu'il peut y avoir des déserts médicaux là où on n'imagine pas, à Paris par exemple, il n'y a pas de généraliste en secteur 1. Voilà, parce que à 25 € au moins on va dire les 20 minutes, avec un rythme soutenu, on ne paie pas son loyer à Paris. Donc là on a un problème en effet, je disais, de cotation des actes. Sur le TPG, le tiers payant généralisé, pas de commentaire sur la capacité des médecins ou des pharmaciens, si vous voulez, à mettre en place le dispositif. Je ne doute absolument pas que c'est tout à fait faisable. Et certains de vos confrères de dire volontiers d'ailleurs qu'ils le font à titre bienveillant. Et ils y seront obligés un peu plus encore là, ils y sont depuis quelques semaines, puisque le scope du tiers payant généralisé a sacrément augmenté. En revanche, sur l'AMO, l'AMC, vous posez une vraie question, c'est de savoir au fond comment les assureurs
vont s'organiser avec le risque, évidemment. Alors, si on nationalise, le sujet ne se pose plus, puisque la logique veut que les caisses récupèrent, c'est un peu vulgaire, mais remploient, disons, l'ensemble des collaborateurs. Ça ne sera pas possible, c'est ce que j'ai appelé, dans une étude récente, une utopie constructive. Donc ça, c'est un scénario, si vous voulez, dont l'objet, c'est d'y réfléchir, dont l'objet, en fait, est de déplacer ce qu'on appelle la valeur de référence. Pour celles et ceux qu'on va venir prier de faire un effort plus grand, en leur disant attention, c'est la grande sécu qui menace. Le deuxième dispositif, c'est celui vers lequel on va sûrement aller. C'est en réalité aujourd'hui l'AMC n'intervient que sur un panier de soins qui n'intéresse pas du tout l'État, c'est-à-dire l'optique, le dentaire et puis l'audioprothèse. C'est-à-dire que les remboursements sont vraiment tellement petits que c'est l'AMC qui prend le gros de la dépense. L'ennui, c'est que l'espèce de gentleman agreement, qui ne dit pas son nom là, ne satisfait pas l'État parce qu'on a espéré que du côté de l'AMC, il y aurait une régulation des prix. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en réalité, les assureurs complémentaires solvabilisent par exemple une paire de lunettes à 250 €, enfin c'est fixé par le contrat responsable dont je vous parlais tout à l'heure, alors que ça sort de l'usine à 5. Donc l'État va mettre la pression en réalité en se désengageant complètement, c'est-à-dire même pas de ticket, enfin zéro de prise en charge, pour forcer l'AMC à prendre ses responsabilités. Donc il y a différents scénarios. Jusqu'à présent, donc il y en a 4, les 3 qui sont, disons, plus praticables en première intention, ne sont pas de nature du tout à réfréner l'effort de l'État. Reste que l'une des raisons, si vous voulez, pour laquelle on a continué d'abonder finalement en business sur les segments de marché l'AMC. D'abord parce que c'était des assureurs qui étaient positionnés avant l'assurance maladie. Donc c'est toujours délicat de venir modifier les places de marché. Ensuite parce que ce sont des opérateurs qui sont très agiles et qui savent, notamment avec le dispositif que sont les réseaux de santé dont on n'a pas beaucoup parlé encore, qui sont très très efficaces, qui savent se positionner sur les marchés et pallier la désertification, ce qui va d'avoir un effet pour les jeunes médecins. C'est-à-dire que les jeunes médecins ne voient pas forcément que petit à petit, ils vont pouvoir très utilement être approchés par des grands assureurs qui sont, parce que si vous voulez, ils ont besoin de se discriminer, parce qu'aujourd'hui, les complémentaires santé, vous les avez à 23-25 €. C'est-à-dire que pour un salarié, on ne voit pas bien comment aller mieux ici ou mieux là. Et ce qu'on va regarder, ce sont justement ces prestations supplémentaires. Et le jeu pour beaucoup d'assureurs, c'est très intéressant, c'est de dire écoutez, nous on va vous garantir, si vous venez chez nous, qu'à on va dire 10 km, vous aurez votre généraliste, votre gynéco-obstétricien, une sage-femme, un dentiste. Et là, les médecins vont devenir salariés, d'une façon ou d'une autre, des complémentaires santé. Bon, ça, c'est pas, on a dit tout à l'heure que le salariat est une nouvelle modalité d'exercice de la médecine. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Il y a une recomposition complète de l'offre de soins. Et c'est vrai que là-dessus, les assureurs complémentaires ont des facilités, disons, plus grandes que probablement l'assurance maladie. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, l'assurance maladie garde bien, c'est-à-dire le gros de la dépense. Typiquement, vous savez, c'est la chronicité des maladies, qui est extrêmement coûteuse, notamment via les ALD. Et c'est un coût que ne supportent pas les assureurs privés, mais qu'acceptent volontiers l'assureur public de couvrir. Donc il y a vraiment là une action au plus près de nos concitoyens. Mais notre sujet, je pense que vous le prenez dans tous les sens, toutes les dernières réformes qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu un effet sur l'exercice de la médecine libérale, ont toujours eu, d'une façon ou d'une autre, pour objectif la canalisation des dépassements. Et quand on a autorisé dans les années 70 les dépassements, c'est parce qu'on a refusé de valoriser la prestation médicale. C'est-à-dire qu'en fait, la cotation n'a pas été corrigée, on a laissé les dépassements filer, et maintenant, on vient dire aux professionnels de santé, écoutez, ça n'est pas bien, vous empêchez un petit fonctionnaire comme moi d'accéder à un grand chirurgien, tout ça. C'est un peu sévère, je trouve, dans le cas particulier. Voilà, j'espère vous avoir répondu. Une observation par rapport à ce que vous avez dit justement sur le tiers payant généralisé, l'intégration à des réseaux de mutuelles qu'on peut connaître chez les opticiens, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement la mort de la médecine libérale? Parce que on brade quelque peu l'indépendance, qui est peut-être liée à la définition même de profession libérale. Et par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un danger à confier à des assureurs privés qui ont un souci de rentabilité? C'est-à-dire que vous nous dites, ces derniers peut-être vont vous promettre d'avoir un médecin à 10 km,
mais peut-être qu'on pourrait aussi imaginer qu'un assureur délaisse complètement un territoire parce que totalement non rentable. C'est aussi ça la difficulté du tiers payant généralisé. Oui, et ça renvoie à une autre difficulté, c'est les rapports entre l'UNCAM et l'UNOCAM, c'est-à-dire l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, qui disent ne pas être assez associés. Et donc il y a un vrai travail, en réalité, qui est en cours, qui est lent, entre UNCAM et UNOCAM, pour justement, sur le territoire, essayer de bien cartographier les zones un petit peu plus, disons, j'allais dire sinistrées, c'est pas le bon mot, enfin, merci. Oui, justement, la proposition de loi, c'est une question de sous-dotation. Des zones sous-dotées. Ce qui est sûr, en revanche, c'est ce que disait le professeur Pi il y a un instant, c'est-à-dire que si les professionnels de santé ne sont pas à l'initiative, il y a une proposition de loi de cet hiver qui a été déposée au Sénat et qui consiste à régler le sort des professionnels de santé en les envoyant de fait et sans trop qu'ils aient leur mot à dire dans les territoires, disons, sous-dotés, ou alors de leur promettre qu'ils ne seront pas conventionnés. Or, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'intérêt du conventionnement, c'est notamment la prise en charge des cotisations sociales, entre autres sociales patronales, entre autres avantages. Et donc, c'est un deal qui est vraiment difficile pour les jeunes médecins. On en parle justement, j'ai le plaisir d'enseigner jusqu'à la 6e année. C'est une angoisse terrible. Je peux entendre, si vous voulez, que quand on a une trentaine d'années, qu'on a travaillé si dur au chevet des malades, en étant interne, bah, qu'on veut boire un Mojito à Tours et pas une Jupiler à Guéret. Ça, je veux bien l'entendre. Simplement, à un moment donné, l'État qui, de près ou de loin, a financé les 10 années d'études, va venir dire que le deal n'est pas bon. Et donc, c'est ça les lois de plus en plus nombreuses qui sont proposées, donc ce ne sont pas des projets gouvernementaux, et même l'Ordre national des médecins. L'Ordre national des médecins a dit, la main sur le cœur, qu'il réfléchirait à ce sujet-là. Ce n'est pas la première fois. Je le crois tout à fait sincère. On est en train de renégocier la convention médicale. Je crois que c'est utile de venir donner quelques gages. Mais ça, c'est le sujet pour vous, les jeunes médecins, qu'il va falloir appréhender. Je n'ai pas du tout de solution. Ce qui a été dit tout à l'heure sur la télémédecine, attention, qu'est-ce que dit l'ARCEP? C'est que 65% du territoire français est en zone blanche. Donc il n'y aura pas de télémédecine. Voilà. Enfin, à un moment donné, la meilleure volonté des professionnels de santé va couper court aux capacités de s'installer. Ça c'est certain. Exactement. Mais c'est comme pour l'Optam. Vous voyez une logique très, très administrative. On est venu mettre un empêchement à l'installation. Mais bien entendu. Et puis pour répondre, j'ai pas mis de côté une partie de la question de monsieur. C'est-à-dire qu'en réalité, en effet, on voit des spécialités qui ne se préoccupent pas de l'Optam, qui ne se préoccupent pas du tout des conditions, parce qu'en fait, le marché est tellement grand qu'elle n'accepte ces professions, il n'accepte ces professionnels aucune contrainte. Et on a des pratiques qui commencent à être douteuses, à savoir qu'il y a des consignes données dans les secrétariats de certains professionnels de santé très pointus qui consignent à discriminer le patient au téléphone, en justifiant que l'emploi du temps, ce qui s'entend, est full. Donc on va hiérarchiser, ce qui doit être très dur pour un professionnel de santé. Alors on est loin du serment, c'est pas le sujet. Il ne manque à rien de leurs obligations. C'est un principe qui, à l'impossible, n'est tenu. Donc on va aller au plus embêtant, au plus fâcheux, pour essayer d'intervenir le mieux. Tout ça n'est pas satisfaisant pour l'ensemble des personnes concernées.